Bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour Valentin. Comme chaque semaine, je te laisse répondre. Bonjour Rémi, ravi. Valentin, comme chaque semaine, qui est avec nous, qui est le directeur adjoint de la stratégie Bitcoin chez Capital B. On se rejoint donc comme chaque semaine pour ce Weekly Bitcoin pour faire le tour de l'actualité de l'écosystème. Alors cette semaine a été plutôt riche en événements et en émotions, si j'ai bien compris, Tout à parce que fait. vous étiez avec Capital B à la Paris Blockchain Week. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit point qu'est-ce qui s'est passé à cet événement? Est-ce qu'il y a eu du beau monde? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Dis-nous tout. Alors oui, Rémi, alors la Paris Blockchain Week, hein, pour ceux d'entre nous, les auditeurs qui n'auraient pas encore entendu et eu connaissance de cet événement. Alors la Paris Blockchain Week, c'est historiquement un événement orienté autour de l'adoption des actifs numériques, des solutions blockchain et des actifs digitalisés de manière générale, qui s'organise chaque année, historiquement, hein, au Louvre. Et aujourd'hui, marque la fin de cet événement qui a duré 2 jours, donc sur mercredi-jeudi, qui a été précédé d'un événement réalisé au château de Versailles. Et alors déjà, cet événement, cette année, hein, a été une réussite franche. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment senti un shift, c'est-à-dire un shift déjà euh, dans les participants. Donc des participants qui sont de plus en plus institutionnels, des fonds, des banques, des institutions financières à la fois françaises, européennes et internationales. Donc c'est un événement qui, maintenant, aujourd'hui, catalyse en France l'énergie des marchés de capitaux numériques et traditionnels internationaux. Donc c'est un point de rayonnement absolument gigantesque pour la France et pour les marchés de capitaux digitaux. Et on a également constaté un vrai shift en termes de discours. C'est-à-dire que, et bien sûr, porté par Capital B, hein, on a fièrement représenté Bitcoin pour la France et pour l'Europe dans cet événement. Bien, on voit de plus en plus la mention et la connaissance des institutions traditionnelles du crédit digital et des marchés de capitaux numériques. Le nombre de fois que STRC, donc Stretch, hein, l'instrument d'action de préférence perpétuelle de MicroStrategy, de stratégie aux US, a été mentionné est absolument faramineux. Oui. Et les institutions, on le sent, sentent aujourd'hui le shift vers en fait, une compréhension du modèle de stratégie et du modèle des actions de préférence et du crédit digital pour l'amplification de Bitcoin. Et c'est assez agréable d'avoir aussi ces conversations puisque on se rend compte que les institutions et le public retail devient de plus en plus averti et en fait réalise que tout rendement, alors déjà en dessous de 7%, c'est-à-dire en dessous de la dévaluation monétaire moyenne ces 10 dernières années, entre 5 et 7% par an, et voir aujourd'hui tout rendement en dessous de 11,5%, qui est le rendement de Stretch actuellement, est absolument questionnable. Et donc, stratégie, Stretch et le crédit digital de manière générale devient un sujet fondamental de discussion dans ces événements également. En fait, on assiste à une hyper-bitcoinisation des événements digital assets, ce que je salue évidemment. Et là aussi où il faut prendre conscience d'une chose, c'est que les discussions se centrent autour du crédit digital, oui, mais de la souveraineté française et européenne de l'émission de crédit digital. C'est-à-dire que les discussions que l'on a avec ces institutions et même le public retail, on a une formidable communauté Capital B qui a fièrement représenté la communauté active et créative que nous avons sur l'événement. Bien, les discussions s'orientent vers bien, un acteur ou des acteurs français, européens, qui pourraient, dans le futur, représenter et émettre des produits de crédits digitaux pour bien répliquer le playbook de stratégie à l'échelle européenne. Et donc, cette conscience-là, elle est partagée, elle est diffusée, et la Paris Blockchain Week, qui d'ailleurs se renomme à partir de l'année prochaine
Signal Week, montre vraiment bien le message qui est Bitcoin est le signal. Ah oui, bien trouvé comme nom. Et alors, c'était pendant les conférences qu'on a entendu beaucoup parler de Digital Credit, ou c'était surtout en off, puisque c'est aussi un événement pour networker, j'imagine, pour toutes les entreprises, tous les acteurs de l'écosystème? Ouais, alors c'est une excellente question. Alors, à la fois dans des panels, c'est des discussions entre bitcoiners convaincus et institutions traditionnelles. Qui enfin mettent de l'intérêt, enfin, disons l'intérêt que Voilà, voilà. l'écosystème Bitcoin espérait depuis des années, ils rentrent par la porte finalement du digital credit un peu. Exactement. C'est-à-dire que le digital credit ouvre les portes à toute institution et tout public retail qui veut une exposition au rendement Bitcoin, au rendement supérieur d'un produit adossé au Bitcoin sans la volatilité de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a un produit qui oscille entre 100, 100.01, 99.99. Et c'est un produit qui est designé pour ça. Et les institutions le comprennent. Et maintenant aussi, on produit des analyses basées en partie sur les analyses que l'on peut produire chez Capital B. Et qui restitue ces analyses dans des événements de ce type. Alors, c'est des discussions qui émergent dans le cadre des panels, des présentations qui ont pu avoir lieu lors de cet événement, mais aussi et surtout en off. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs institutionnels et des fonds qui viennent nous voir pour comprendre le modèle du digital credit. C'est-à-dire que il faut réaliser que 99,99999% de la population ne sont pas encore exposés à Stretch. Stretch qui réalise maintenant des milliards de dollars de volume par semaine. Et donc, le sujet, ça n'est pas tant de quelle est la compréhension de Stretch et ce que Stretch sera compris, c'est comment et quand. Et c'est évidemment un des rôles de Capital B, un des rôles des Bitcoin Treasury Company leaders sur le marché, non seulement de faire ce travail d'explication du crédit digital, des marchés de capitaux digitaux et de comment cela s'inscrit dans l'amplification Bitcoin, mais de l'expliquer par l'action. Et alors en effet, j'imagine qu'il y a encore pas mal de gens et surtout d'institutions qui doivent être encore un peu éduqués à ce sujet, et c'est ce que du coup on fait chaque semaine et ce que Capital B vient faire avec nous sur le Weekly Bitcoin. En effet, le Stretch, ça fait déjà 3-4 semaines qu'on en parle puisqu'ils sont sur le devant de la scène, et le Digital Credit en général. Alors d'ailleurs, le Bitcoin a redépassé les 76 000 $ cette semaine, donc on voit que voilà, première regrimpée de marché qui fait que l'entonnoir va aussi faire arriver une autre partie du retail qui était peut-être là avant, qui vont revenir après. Donc tout se profile un peu comme voilà, cette stratégie avait prévu. Disons que voilà, on prépare ces outils, on prépare tout ça pendant le bear market, et ensuite on attend que les gens s'y intéressent et que tout revienne avant le prochain bull run. Et effectivement, Rémi, tu évoquais la stabilisation du prix du Bitcoin et les volumes impressionnants de Stretch. Il faut savoir que la semaine dernière, début de semaine, Strategy a annoncé l'achat de plus de 10 000 Bitcoins avec des issuances, des émissions de Stretch seulement. 1 milliard de dollars. Cette semaine, évidemment, on reste sur des estimations. Rien n'a été annoncé par Strategy, mais au vu des volumes capturés les 3 premiers jours seulement, on est à plus de 20 000 BTC. Et donc, c'est des volumes, des niveaux de volume de pression acheteuse qui sont l'équivalent de 3, 4, voire 5 fois la supply, l'offre naturelle de Bitcoin mise sur le marché via le minage. Et donc, Stretch, en lui-même, lui seul, revient à faire des halvings de l'ordre de 2-3 fois. Ouais. Et donc, on est sur des cycles ultra accélérés de Bitcoin, et on peut effectivement s'attendre à un impact sur l'offre et la demande de Bitcoin. C'est un produit qui change totalement l'offre et la demande de Bitcoin. Et ça, c'est possible par 2 facteurs. Tu sais, Rémi, je suis un fervent convaincu que le crédit digital, il ne s'aimait pas seulement. C'est-à-dire qu'on n'aimait pas du crédit digital, on le mérite. Oui.
et stratégie l'a mérité. C'est-à-dire qu'il l'a mérité via à la fois un produit qui est supérieur, c'est-à-dire qui offre un rendement, encore une fois, supérieur aux money market funds et aux fonds obligataires classiques, traditionnels, avec une volatilité inférieure, un risque adjusted, un retour ajusté par le risque supérieur par ordre de magnitude sur les instruments de crédit traditionnels. On est sur des ratios Sharpe, pour ceux de l'audience qui serait familier avec cet indicateur, qui est revenu ajusté du retour moyen du risque, qui est de l'ordre de entre 3 et 4. Pour donner un ordre d'idée, un ratio Sharpe de 2, c'est déjà un retour absolument incommensurable qu'on essaye d'atteindre. Donc tous ces facteurs font que on a un produit qui est supérieur. Mais comme je le disais auparavant lors de discussions, l'iPhone, c'est aussi un produit supérieur. Mais l'iPhone n'aurait pas été l'iPhone s'il n'y avait pas une distribution supérieure. Et le sujet de Stretch, c'est que aujourd'hui, on a une distribution alors à la fois absolument gigantesque via leur mécanisme d'ATM qui fonctionne à la fois intraday, c'est-à-dire que Strategy a mis en place une machine de production de Stretch, de nouvelles actions de préférence pour stabiliser le prix autour de la parité absolument gigantesque, qui permet de capturer ce qui était de l'ordre de 40% des volumes à maintenant beaucoup plus précisément 60 à 70% des volumes. Et aujourd'hui, Strategy le fait aussi hors des heures de marché. Donc c'est absolument gigantesque. Et cette liquidité, elle est aussi permise par la mise sur le marché d'acteurs de la tokenisation, comme des acteurs comme Saturn, aussi des fonds ETF, BlackRock & Co. Aujourd'hui, on est sur plus de 250 millions de dollars de Stretch sous gestion des ETF. D'ailleurs, à la fois aux US et en Europe. On a l'ETF de 20 Watt Shares qui expose à Stretch. Donc, quand je disais que le crédit digital ne s'aimait pas seulement, il se mérite, c'est une affaire à la fois de designer le produit le plus impactant et tourné vers l'institutionnel et surtout le retail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des investisseurs dans Stretch sont du retail, mais aussi de le distribuer de la façon la plus large, efficace et automatisée possible. Et c'est ce que fait Strategy avec Stretch. Et en fait, d'avoir un produit de finance qui à la fois produit des rendements supérieurs et une distribution supérieure, cela n'a jamais été vu dans l'histoire de la finance traditionnelle et moderne. Et aujourd'hui, les institutions commencent à le voir et à agir là-dessus. Et alors, comment et pourquoi Strategy a-t-il réussi à sortir un produit aussi exceptionnel ? Est-ce que c'est dû à leur expertise qui est déjà assez historique ? Est-ce que c'est leur conviction générale qui attire le retail ? C'est la réputation que Strategy s'est faite ? Parce que tu disais, la Strategy a acheté plus de 10 000 bitcoins, mais j'ai l'impression que c'est des chiffres qu'on voit assez souvent finalement chez Strategy, puisqu'ils en achètent toujours en grosse quantité. Qu'est-ce qui fait que du coup Strategy avec Stretch a réussi à faire un tel tour de force, et est-ce que aussi c'est reproductible à la même échelle, ou est-ce qu'ils seront leaders pour toujours ? Alors, Strategy a ce génie qu'il est capable de résumer des opérations d'une complexité absolument phénoménale dans une exécution avec une simplicité sans nom. C'est-à-dire que le playbook de Strategy, les modalités sont d'une complexité immense, mais elle peut être résumée en accumuler le plus de bitcoin possible, le plus rapidement possible, et en augmentant le nombre de bitcoins par action. Et en fait, il y a une prime à la simplicité, quelque part. Il y a une prime à la simplicité de l'exécution d'un modèle qui est à la fois extrêmement agressif dans la capacité de convertir des capitaux fiat qui se dévaluent de l'ordre de 5 à 7% par an vers Bitcoin, vers un actif dont la rareté est absolue. Et il y a une certaine aussi protection dans la simplicité du modèle. C'est ce que l'on essaye tous les jours de répliquer chez Capital B. C'est le playbook, et on l'a dit depuis le départ, le playbook de Strategy à l'échelle européenne. Et
certains acteurs ont essayé d'avoir, voilà, surtout en bull market, hein, des stratégies plus exotiques, des ambitions qui dépassaient celles de stratégie à l'époque, hein, en 2020. Et bon, on revient aujourd'hui à l'ère des bâtisseurs, c'est-à-dire à la compréhension que les sociétés leaders sur leur marché et leurs juridictions respectives seront celles qui auront compris qu'il y a une prime à la simplicité. En tout cas, il y a une prime à rendre l'infiniment complexe infiniment simple et une prime à l'exécution tout à fait non perturbée et indépendante des cycles de Bitcoin. C'est-à-dire que les individus et institutions leaders sur le marché seront celles qui auront anticipé les mouvements haussiers et baissiers et qui auront déterminé une stratégie absolument fondamentale sur ces cycles-là de manière proactive plutôt que réactive. Et c'est absolument clé. Alors, en effet, ça paraît simple dit comme ça, une seule ligne dans le playbook. Mais voilà, l'exécution derrière Oui. nécessite de la technologie, de l'expertise. Et j'ajouterais à ça que, en fait, Rémi, ce qui est important, in fine, pour le crédit digital, c'est la taille. C'est-à-dire que ça peut paraître contre-intuitif, mais plus de levée de capitaux autorise à plus de levée de capitaux. C'est-à-dire que stratégie, à chaque 10 000 BTC inclus sur le bilan, eh bien, à la fois la surface de crédit disponible et la robustesse du crédit s'amplifient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, stratégie a pour environ une 57 je crois aujourd'hui, ans de paiement de dividendes avec les bitcoins sur le bilan. Même si, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, même si Bitcoin venait à s'effondrer de 80%, il sera en capacité de payer pour plus de 10 ans, je crois 11 ans de dividendes. Et donc, c'est absolument fondamental. La finance traditionnelle ne connaît pas ces ratios. C'est-à-dire que quand on regarde le Max 7, je ne prends pas n'importe quelle société, hein, le Max 7, et quand on les compare avec leur capacité, avec alors à la fois leur cash et leur sécurité liquide, hein, disons, pour faire large, faire très large même, leur capacité à couvrir leurs dividendes, on est de l'ordre de 4 pour les meilleurs, 12-13 fois. 12-13 fois versus 57, et encore 13, c'est vraiment l'outlier du panier. C'est absolument fondamental, cela change tout. Et c'est pour cela que j'indiquais que le crédit digital permet d'avoir des produits supérieurs, puisque bien, à la fois les rendements sont supérieurs, mais ils sont aussi backés par une quantité d'actifs qui permet un ajustement du risque sur des décennies. C'est du jamais vu. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que l'adoption de Stretch se fait graduellement puis soudainement. C'est-à-dire que Stretch existe depuis seulement 8 mois. Et les analystes prévoyaient que Stretch atteindrait peut-être 1 milliard de dollars de volume weekly, c'est-à-dire par semaine, d'ici 2 à 3 ans. En fait, aujourd'hui, c'est quasiment le volume qu'il fait en quelques jours. Et donc, je crois que le shift est fondamental et le shift de compréhension est de plus en plus fin de la part des institutionnels et je disais du retail, puisque le retail est le plus grand possesseur de Stretch aujourd'hui. Et il y a une vraie prime aussi à la simplicité de ce modèle pour la compréhension à la fois des institutionnels et retail du niveau absolument gigantesque d'ingénierie derrière Stretch. Eh ben, en effet, on constate toujours cet intérêt croissant et toujours plus attirant vers le Stretch et le digital credit en général. Alors, on a vu également Goldman Sachs qui eux aussi ont cédé à la demande du Bitcoin et du retail qui en redemandent et qui ont lancé un ETF qui permet une exposition du coup indirecte au Bitcoin, mais qui propose en tout cas ce produit à leurs clients. Tu sais, Rémi, on commençait à en parler il y a 2 semaines sur le quantique. En fait, la réalité gagne toujours. Alors parfois, la réalité met du temps à arriver, mais la réalité gagne toujours. Et surtout, la réalité du marché. C'est-à-dire que, pour qu'on comprenne bien le sujet, hein, Goldman Sachs, c'est une des institutions, alors américaines évidemment, majeures sur le marché,
mais aussi un des plus fervents détracteurs depuis de nombreuses années sur Bitcoin, la volatilité de Bitcoin et la thèse d'investissement même de Bitcoin. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, je parlais des réalités. Et la réalité, c'est que les ETF Bitcoin sont littéralement les ETF les plus rentables des institutions qui les ont adoptés. Les lancements d'ETF Bitcoin, on parlera peut-être de celui de Morgan Stanley plus tard, mais sont dans le top 1%, des lancements d'ETF Bitcoin de manière globale. Aujourd'hui, les ETF Bitcoin, c'est environ 100 milliards de dollars d'actifs actifs sous gestion. Donc, l'institutionnalisation de Bitcoin devient trop importante et la demande de marché devient trop importante pour que même un détracteur fervent comme l'acteur que tu mentionnais, Goldman Sachs, Goldman, qui ne peuvent plus passer à côté. Ils sont obligés de s'y mettre au final. Ben voilà, c'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais au départ, la réalité gagne toujours. Donc, en fait, c'est aussi important. Pourquoi ? Parce que, alors au-delà du fait qu'un Goldman adopte le Bitcoin, en fait, c'était plus une question de quand que de si. En voyant la vague arriver, évidemment, tout agent se comporte de manière plus ou moins rationnelle. Il faut savoir avouer qu'on a eu tort aussi voilà, mais c'est tout à fait important et on salue ce move de Goldman par ailleurs. Bien, il y a la réalisation que voilà, Bitcoin s'institutionnalise et on a une demande croissante pour les produits adossés au Bitcoin, les produits structurés sur le Bitcoin et les produits d'amplification, on le disait, avec le crédit digital sur le Bitcoin, et qu'il y a même un devoir pour ces institutions de s'exposer et d'exposer leurs clients en Bitcoin. Goldman, je crois que c'est environ 3,6, la dernière fois que j'ai regardé, un peu plus peut-être aujourd'hui, trillions de dollars d'actifs sous gestion. Donc, en fait, là aussi, on parlait des mouvements de prix du Bitcoin, de la thèse d'investissement de Bitcoin et la thèse d'institutionnalisation du Bitcoin. Eh bien, ce sont des flux qui viennent directement institutionnaliser et supporter les mouvements d'offres et de demande de Bitcoin. Donc, c'est absolument fondamental à la fois pour, je dirais, l'institution qui l'émet, que pour les participants du réseau et pour la valeur du réseau intrinsèque. Et alors, est-ce qu'il a eu un bon démarrage, cet ETF de Goldman Sachs? Est-ce qu'on sait parce qu'on a vu en effet la semaine dernière, on en a parlé avec Alexandre du démarrage de Morgan Stanley qui a été le meilleur lancement de leur banque à eux en termes d'ETF. Voilà. Et on parlait de top 1%, c'est top 0.001. Alors, le TF de Goldman n'a pas encore de volume puisqu'il n'est pas encore tout à fait sur le marché. On est sur une volonté, une annonce, une annonce. Oui, la demande a été déposée. Un filing auprès de la SEC. Mais bon, on sait que historiquement, maintenant, l'écart entre la demande, le filing auprès de la SEC et l'émission sur le marché de ce type de produit est de l'ordre de quelques semaines tout au plus. Donc on peut voir arriver le début de l'ETF Goldman Bitcoin très rapidement. Mais pour tirer le fil avec Morgan Stanley que tu mentionnais, c'est absolument correct. On parlait de l'ETF la semaine dernière, mais aujourd'hui on peut en constater les effets avec plus de 100 millions de dollars de volume, d'inflow. En fait, pour donner un peu de perspective sur, là encore, la finance traditionnelle, un ETF, généralement, en moyenne, pour atteindre 100 millions de dollars d'influx, cela prend plusieurs mois. Et là, c'est en 6 jours. 6 jours. Et donc, on parlait d'obligation, quelque part, de devoir vis-à-vis de la demande du marché. La demande du marché, généralement, les banques d'investissement, elles ne le voient pas via une boule de cristal ou via un sentiment, il y a de la demande. Non, ils le voient via le volume. Et là, les volumes sont mais par des ordres de magnitude supérieurs à ce que ces institutions ont vu. Et les fonds qui gèrent ces institutions, les individus qui même allouent et conseillent ces fonds, ont conseillé dans l'ensemble de leur carrière.
Et donc, c'est même au-delà d'un shift d'obligation pour ces fonds et banques d'investissement, c'est même un shift de carrière. C'est une obligation de carrière quasiment pour les conseillers financiers qui viendraient à conseiller ces fonds, d'allouer une partie des fonds sous gestion à Bitcoin et à l'exposition à la fois spot et amplifiée via des véhicules comme Stratégie, Capital B en Europe, à leurs clients. C'est un devoir absolument fondamental pour eux et pour leur carrière. Donc, en fait, ce shift-là, on l'avait vu démarrer en 2024 et aujourd'hui, on est quasiment sur une amplification en fait, de l'institutionnalisation, une institutionnalisation au carré de Bitcoin. Donc, c'est absolument fondamental aujourd'hui. Et ce qui sera encore plus fondamental, parce qu'on parlait au début de notre conversation de la France, de l'Europe, eh bien, il y a un sujet aussi de souveraineté européenne et d'avoir des acteurs, des bâtisseurs européens qui permettent l'accès à Bitcoin sous la forme amplifiée et sous la forme de crédit digital à l'échelle. Et en effet, je pense et j'espère que la France et l'Europe va rattraper, je ne vais pas dire retard, puisque c'est pas vraiment en retard, mais en tout cas, voilà, que l'intérêt va venir aussi peut-être du côté client et que les banques seront forcées. Rémi, la réalité gagne toujours. Ouais. Donc, elle peut prendre un peu de temps, peut-être un peu plus de temps en Europe aussi, mais c'est de la physique. Hein. Ouais. C'est sûr. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit ces niveaux-là de volume sur des ETF, alors qu'il y a une semaine, on parlait encore de bear market. Donc ça veut dire que ça risque de tripler, quadrupler et même plus pendant le prochain bull run. Ouais, je le disais lors de notre dernière conversation, Rémi, les bâtisseurs se font lors des bears. C'est-à-dire qu'on achète au son des canons. Et bon, la réalité, c'est qu'on parlait des volumes de stretch absolument fondamentaux, d'acteurs comme Goldman, comme Morgan Stanley, Vanguard il y a quelques mois, qui viennent sur le marché et qui proposent des produits adossés au Bitcoin ou des produits structurés sur le Bitcoin. Morgan Stanley en est un exemple dans des périodes de marché baissier, mais pour une raison simple, c'est que ces acteurs institutionnels comprennent à la fois l'opportunité d'offrir un accès privilégié à l'actif le plus performant des 10 dernières années et qui est le seul qui a une rareté absolue dans l'ère des marchés de capitaux digitaux, mais aussi et surtout, eh bien, en fait, c'est des institutions qui se positionnent. C'est des institutions qui ont des modèles extrêmement poussés. BlackRock évalue par exemple le Bitcoin, alors on ne va pas faire de prédiction de prix aujourd'hui, mais de l'ordre de 500 à 700 000 $. Et donc, c'est des acteurs qui ont leur modèle en interne, d'ailleurs qui sont rarement publics. C'est-à-dire que cette annonce-là est une petite anomalie, mais généralement, ces modèles-là que l'on voit tous les jours sont rarement publics et ils montrent tous la même chose. Ils montrent tous l'opportunité de se positionner aujourd'hui pour l'impact du Bitcoin amplifié de demain, l'impact à la fois américain et européen. Et tu sais, on parlait il y a 2 semaines de quantique. Alors tu vas voir, je vais faire le lien d'informatique quantique et de réalité quantique. En fait, le quantique, la réalité quantique et l'état quantique, c'est quelque part l'état précédent la mesure. D'accord ? C'est un état précédent la réalité d'une mesure future. Et donc, je suis assez convaincu que les Bitcoin Treasury Company, et en particulier les acteurs dans chaque juridiction qui seront les leaders, les émetteurs leaders de crédit digital européens et à l'échelle mondiale, sont en fait en train d'offrir aujourd'hui la réalité quantique d'une amplification Bitcoin future. Qui ne sera mesurée que plus tard, qui ne pourra être mesurée. Et c'est absolument fondamental puisque les institutions aujourd'hui le savent, se positionnent, le modélisent et ça se base sur des chiffres. Alors encore une fois, les modélisations ne valent que ceux qui les font, mais en fait, on a rarement eu un actif sur lequel l'ensemble des pays qui aujourd'hui sont engagés dans des tensions géopolitiques et l'ensemble des institutions aussi financières à l'échelle mondiale s'accordent. Donc, encore une fois, dans la physique, il y a rarement de hasard. C'est des maths, c'est des fonctions vectorielles. Et là, les fonctions vectorielles
vont dans le même sens et des acteurs comme nous, hein, comme Capital B, se positionnons pour être, encore une fois, la réalité quantique de la future amplification Bitcoin. Et en effet, même si voilà, ça reste difficile de prévoir quand et comment, puisque on n'imaginait pas non plus que le digital credit prenne autant de place aussi aujourd'hui. En tout cas, c'était peut-être dans les petits papiers des experts, mais le retail ne s'y attendait peut-être pas, ou en tout cas pas autant, et même certains experts peut-être sous-cotaient ou S'évaluer. sous-évaluaient le pouvoir de Tout à fait. tout ça. Mhm. Et j'ai l'impression que du coup, on parlait aussi souvent que le cycle du Bitcoin avait un peu changé aussi ces dernières années, justement parce qu'il y a une espèce de convection, un entonnoir qui se referme et que du coup, il y a plus d'intérêt en permanence sur le Bitcoin qu'il y avait il y a quelques années. Donc, est-ce que c'est pas justement des événements comme ceux-là qui vont peut-être lancer les prochains bull run? Et là, on a l'impression que c'est le cas. Le Bitcoin remonte, les tensions au Moyen-Orient se calment un peu. On peut pas parler non plus de bull run pour l'instant puisque la TH n'est pas encore là, mais en tout cas, j'ai l'impression que des événements comme ça, aussi importants et avec autant de volume, déclencheraient un bull run assez facilement. Oui, Rémi. En fait, aujourd'hui, alors on a eu beaucoup d'analyses d'experts qui anticipaient le fait que les cycles Bitcoin n'existaient plus. Alors, je vais apporter beaucoup de nuances là-dessus. Les cycles Bitcoin, mathématiquement, hein, aujourd'hui, on est à 50% de drawdown. Donc, bon, en fait, il y a eu un bull et on est dans une situation qui peut s'apparenter à ce qu'on a connu, un bear market. Là où, évidemment, hein, les bear markets aujourd'hui de l'ordre de moins 50% sont à des niveaux incomparables au niveau de 70 à moins 70 à moins 80% qu'on a connu lors des précédents cycles. Et c'est là où je vais en venir, parce que je ne pense pas que ce soit dans la présence des cycles que l'on doit vraiment porter notre analyse et la précision des analyses, mais c'est sur la structure de ces cycles. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une structure de marché qui s'institutionnalise de manière exponentielle, qui est à la fois drivée par, évidemment, l'expansion du réseau et de la valeur du réseau, mais aussi par l'expansion des voies de distribution, et les produits adossés sur le Bitcoin sont les voies privilégiées de distribution. Et donc, on est sur une structure du marché où les signaux traditionnels deviennent beaucoup plus... les signaux historiques de prix du Bitcoin deviennent de plus en plus faibles, mais parce que, en fait, la nature de la demande, la nature de l'offre ne change pas, parce qu'on reste sur du minage. C'est d'ailleurs aussi toute la simplicité de la thèse de Bitcoin. Mais la structure de la demande, l'institutionnalisation et la robustesse de cette demande, la systémisation de cette demande change absolument tout dans la construction de ces cycles de Bitcoin. Et donc, on peut imaginer aujourd'hui Bitcoin comme étant le candidat de réserve de valeur mondiale, à l'échelle mondiale, sur les marchés de capitaux digitaux, et donc aussi un candidat pour arriver à parité sur le moyen terme, à parité avec la capitalisation boursière de l'or. Et comme tu le dis, en effet, un accès beaucoup plus facile pour la retail. Plein de moyens d'accès différents d'il y a 4-5 ans, parce que voilà, plein de manières de posséder du Bitcoin, d'y être exposé sans avoir à l'acheter en direct sur une plateforme. Donc en effet, on sent que l'intérêt ne peut que grandir, grossir, et la demande sera toujours là, puisque voilà, tout le monde veut accéder au Bitcoin d'une manière qui l'arrange, entre guillemets, puisque tout le monde, en effet, ne voulait pas aller sur des plateformes et avoir sa ledger chez lui. Donc aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines de moyens dans toutes les parties du globe pour être exposé au Bitcoin. Donc c'est assez fascinant et ça fait plaisir à voir. Alors, on va aussi parler du géant allemand, j'imagine, qui s'appelle Deutsche Börse, qui a investi 200 millions de dollars dans Kraken. Kraken, on en avait déjà parlé, qui est un exchange, mais qui avait aussi
qui était en train de préparer IPO. une IPO, une entrée en bourse, et qui aussi était dans les petits papiers de banque américaine, il me semble. Voilà, exactement. Donc, comme tu l'as dit, hein, donc Deutsche Börse, qui a un acteur majeur institutionnel financier, a annoncé le financement à hauteur de, je crois, 200 millions de dollars pour Kraken, qui est, comme tu l'as très bien dit, un exchange aussi majeur, qui d'ailleurs s'institutionnalise de plus en plus sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a un vrai support et un vrai parti pris envers le Bitcoin et les Bitcoin Capital Markets, puisqu'en fait, c'est de ça dont on parle. Hein. Quand on parle de marché de capitaux digitaux, en fait, la finalité, c'est les marchés de capitaux Bitcoin. Et ça, Kraken l'a très bien compris et offre une liquidité, une exposition tout à fait intéressante au Bitcoin. Et je parlais de distribution supérieure et le fait que les institutions saisissent que la distribution supérieure est nécessaire, est une condition sine qua non au succès d'un produit supérieur, eh bien, c'est une démonstration sans la faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, les banques et institutions financières comme la Deutsche Börse, dans cet exemple-là, comprennent l'importance à la fois de la distribution, mais aussi de bâtir et de participer à la construction des infrastructures à la fois qui permettent le lien entre la finance traditionnelle, le retail et l'institutionnel traditionnel au marché de capitaux digitaux, et je le disais, in fine, au marché de capitaux Bitcoin, et l'opportunité fondamentale pour ces acteurs-là, bien de participer à la construction de ces infrastructures. Et donc, là aussi, je parlais de changement fondamental de la structure de l'offre et de la demande. Eh bien, on est sur un changement fondamental également de la structure de la distribution de Bitcoin et des produits adossés au Bitcoin. Et je salue l'initiative de Deutsche Börse. J'imagine également, dans un horizon relativement proche, de 3 à 5 ans, des institutions américaines, asiatiques, européennes, s'allier et devenir de plus en plus présents dans la distribution à la fois du Bitcoin, mais des produits adossés au Bitcoin via les exchanges, mais aussi les véhicules d'adoption de Bitcoin au carré, d'adoption de Bitcoin amplifié, que sont les Bitcoin Treasury Company, comme Capital B en Europe. Et alors, du coup, la Deutsche Börse, c'est un opérateur boursier, en fait, Tout à fait, un opérateur de marché, exactement. Et qui est un acteur majeur de l'infrastructure financière européenne. Alors, eux, c'est quoi le projet en investissement dans Kraken? Parce que est-ce que ça va donner aussi à Kraken une sorte de légitimité en Europe? Est-ce que ça va les aider à se réguler aussi du côté européen? Quel échange Est-ce qu'ils ont quand même... j'ai vu qu'ils avaient une participation d'environ 1,5% du capital. C'est correct. Donc alors, c'est assez énorme. Aujourd'hui, évidemment, la partie régulateur est tout à fait importante. L'accès facilité au marché européen est évidemment un point tout à fait important. Mais le point majeur, je reviens à cela, hein, c'est toujours le point où on revient, c'est la demande du marché. C'est-à-dire que Deutsche Börse, qui est un opérateur majeur au niveau européen, est absolument arrivé à cette même conclusion, qu'il vaut mieux aujourd'hui être dans ceux qui bâtissent plutôt que dans ceux qui subissent. C'est-à-dire qu'il y a une prime à venir bâtir et participer en fait à cette infrastructure-là et offrir cette courroie de distribution, alors à la fois évidemment aux investisseurs allemands, mais en fait de manière beaucoup plus large, européens et mondiaux. Et Deutsche Börse est assez courageux. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est que bon, l'intelligence est absolument illimitée, mais ce qui n'est pas illimité, c'est le courage. En l'occurrence, Deutsche Börse fait preuve de courage via cet investissement-là, et montre aussi que les acteurs majeurs de bourse européenne et de bourse mondiale comprennent la thèse du Bitcoin et comprennent l'importance, surtout, d'une distribution absolument privilégiée
de Bitcoin aux clients de détail et aux clients institutionnels. Donc, en effet, ils ont placé leur bille avec conviction, puisque, comme tu le dis, ça reste un risque, ou en tout cas, il faut du courage pour se lancer avec 200 millions dans une entreprise pré-IPO. Et du coup, j'imagine qu'ils vont peut-être proposer. Est-ce qu'ils vont proposer quelque chose ou c'est juste un investissement pour pouvoir proposer à leurs clients eux-mêmes d'investir dans Kraken, ou est-ce qu'il y a un projet plus grand derrière tout Alors, ça? ce ne On sont n'en sait pas rien. des informations. Ce ne sont pas des informations publiques. Mhm. C'est des discussions qui ont lieu évidemment entre Deutsche Börse et Kraken. Mais évidemment, c'est-à-dire que le projet, c'est le projet de participer à la co-construction d'une infrastructure de marché qui serait évidemment entre la finance traditionnelle et les marchés de capitaux digitaux. Et c'est un pont qui a déjà commencé à être fait aux US, mais qui est encore tout à fait embryonnaire en Europe. Donc la prime, elle est là aussi. C'est-à-dire que, encore une fois, je parlais de courage, c'est un risque, comme tu le mentionnes, Rémi, tout à fait. Tout investissement, quel qu'il soit, est un risque sur le court terme. Mais sur le long terme, le fait d'être au centre de l'infrastructure des marchés de capitaux digitaux représente une prime mais absolument Ils prennent gigantesque et aussi le risque fondamentale. d'être leader en la matière dans les prochaines années. C'est ça. Tu sais, on parle de retour ajusté par le risque. Bien, dans retour ajusté par le risque, il y a risque, mais il y a aussi retour. Et donc, cet investissement-là, là encore, ils ne viennent pas du chapeau de Deutsche Börse, ils viennent de modélisation et de prévision sur ce que peut potentiellement être l'impact et la surface financière de marchés de capitaux digitaux et de marchés de capitaux Bitcoin, je disais, en Europe dans les 5-10 prochaines années à venir. Et alors justement, cette entrée en bourse de Kraken, est-ce que tu peux nous faire un petit point aussi sur où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que ça a avancé? Est-ce qu'il y a du nouveau? Alors là encore, je ne vais pas commenter l'avancée de cette IPO qui est tout à fait ambitieuse et qui, je pense, se fera en temps et en heure. Mais je pense qu'il y a aussi une priorité pour Kraken de s'allier avec les bonnes institutions, de s'allier avec aussi les individus derrière ces institutions qui comprennent Bitcoin, qui comprennent les marchés de capitaux digitaux. Et donc, je pense que Kraken a fait un excellent choix stratégique, en vérité, de s'allier avec Deutsche Börse là-dessus pour créer ces fondations-là et encore une fois, amplifier aussi quelque part l'aspect financement d'une potentielle IPO. Et donc, il est absolument fondamental de comprendre que le financement est important, oui, mais c'est surtout les acteurs avec lesquels on s'allie qui importent sur le long terme. Et donc, aujourd'hui, je salue absolument l'initiative commune, je l'imagine, de Kraken et de Deutsche Börse, non seulement d'investir, mais de travailler ensemble pour bâtir le monde des marchés de capitaux digitaux européens de demain. Et en effet, tu parlais de pont entre la finance traditionnelle et l'écosystème Bitcoin et cryptoactifs en général, que beaucoup dans l'écosystème attendaient depuis déjà un certain temps et espéraient voir qui prend enfin là des vraies formes plutôt intéressantes. Et ça fait aussi un pont entre l'Europe et les États-Unis également, qui vont pouvoir s'allier de plein de manières, puisque en effet les Américains vont devoir être régulés par l'Europe à un moment ou un autre s'ils veulent attaquer ce marché-là. Est-ce que ça laisse quand même une potentielle place à la fois pour les Bitcoin Treasury Company et peut-être alors des exchanges européens, il y en a beaucoup moins qu'aux États-Unis, mais est-ce que ça laisse quand même un peu de place ou est-ce que c'est seulement quelques leaders qui vont grappiller tout le gâteau? Alors, il faut savoir deux choses. Un, le gâteau est énorme et deux, le gâteau est protégé. Je m'explique. Les Bitcoin Treasury Company leaders sur le marché, sur leurs juridictions respectives, seront celles qui, premièrement, comprennent très précisément le profil d'investisseurs, institutionnels ou retail d'ailleurs, spécifique à leur juridiction. Le profil investisseur en Europe est vastement différent de l'investisseur américain, de l'investisseur japonais, asiatique, etc.
En Europe, on est sur une place obligataire absolument gigantesque, avec des investisseurs qui ont un appétit pour ces instruments à haut rendement obligataire, et donc qui sont tout à fait désignés pour l'adoption du crédit digital, et par ailleurs aussi très exposés en termes de convexité. C'est-à-dire que le marché aujourd'hui européen des instruments dérivés OTC, dénominés en euros, c'est environ 250 trillions d'euros. Donc en fait, on peut imaginer la surface financière d'un émetteur, alors on parlait d'exchange, mais d'un émetteur de crédit digital qui viendrait en Europe. Donc le gâteau, pour reprendre ta métaphore, est absolument gigantesque et peut potentiellement être capturé dans des larges proportions par les acteurs qui auront le plus compris, eh bien, encore une fois, le profil d'investisseur, mais aussi la nature de produits et le design des produits qui répondraient le plus efficacement possible à cette demande. Et pour donner le deuxième point, c'est-à-dire ce gâteau il est gigantesque, mais il est aussi protégé, puisque aujourd'hui on a une formidable barrière à l'entrée quelque part européenne. C'est-à-dire que à la fois sur le plan réglementaire, sur le plan de la liquidité de marché, il y a une énorme prime à être un acteur local du marché. C'est-à-dire que des acteurs américains ont essayé de rentrer sur le marché européen via des instruments de crédit digital, et aujourd'hui se heurtent quelque peu aux problématiques d'être un issuer, d'être un émetteur de cette typologie de produits extra-européens qui souhaitent s'implanter en Europe. Et donc, les institutions l'ont aussi compris, cette prime à l'émetteur européen, et l'émetteur, en l'occurrence français, et les acteurs, les Bitcoin Treasury Company, leaders sur le marché. Et on ambitionne d'être évidemment au centre de ces marchés de capitaux Bitcoin européens. Et il y a une prime à cela, et on y travaille évidemment tous les jours, mais tout cela pour vraiment mettre une perspective. Ce qui est important de comprendre, c'est que certes, le marché européen a 3-4 ans d'avance en moyenne sur le marché français et le marché européen, mais aujourd'hui, le marché obligataire en Europe est absolument gigantesque et les investisseurs n'attendent que ça. Eh ben, on espère que l'Europe aura des clients et une demande aussi volumineuse que celle des États-Unis, même si en effet les produits seront peut-être un petit peu différents, légèrement adaptés Voilà. à ce que Potentiellement, oui. le client veut en Europe. Merci beaucoup Valentin pour ton expertise comme d'habitude. Je vous propose évidemment, si vous voulez plus d'informations, d'aller sur le site de Capital B. Vous pouvez également retrouver le magazine Le Revenu en kiosque, évidemment, comme chaque mois. Et Valentin, merci beaucoup. Je te dis à la semaine prochaine. Merci infiniment, Rémi. Weekly Bitcoin. Merci, Rémi. Merci à tous. Bonne journée.